Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et vivement la fin du mois de janvier pour ce Monaco, cet Inter Milan-Monaco que l'on va désormais attendre avec impatience puisque Monaco s'est imposé contre Aston Villa pour la 7e journée de Ligue des Champions. 1-0, but signé Wilfried Singo et but ô combien important et victoire ô combien importante puisqu'elle permet à Monaco d'assurer sa place en barrage à minima de la Ligue des Champions, donc ce sera fin février, début mars, à cheval entre les 2 mois, le barrage aller-retour. Mais donc Monaco peut-être pourrait prétendre à mieux si jamais il venait à l'emporter à l'Inter, enfin à Milan face à l'Inter, lors du dernier match de cette phase de Ligue. Donc on va déjà évidemment, avant de se projeter, parler de cette rencontre entre Monaco et Aston Villa. Et donc pour en parler, je serai avec Adrien. Salut Adrien. Salut, on fait avec les moyens du bord sur mon lieu de vacances. Évidemment, on n'est pas équipé comme d'habitude, mais on est présent et en aucun cas j'aurais raté ce match même sur mon lieu de vacances parce que c'était un match que j'attendais depuis un bon moment. J'aurais bien bassiné avec. Ouais. Moi, je trouve que c'est la qualité est meilleure que d'habitude, mais il doit te manquer un petit ring de lumière, un petit anneau de lumière, je pense. J'ai plus le fameux mic. Non, ça voilà. Manquera à certains de nos fidèles auditeurs, à n'en pas douter. et donc les vacances au ski, mine de rien, moi aussi, c'est des bons souvenirs parce que c'était la victoire de Monaco à Arsenal en 2015, par exemple, en février. Donc voilà, avec des Anglais autour, ce qui était encore plus drôle. L'aller, ouais, bah bizarrement, ouais. J'ai moins. Pas le retour, oui. En ce moment. Ouais. Bon, bah en tout cas, on va parler de cette victoire monégasque, 1-0. On va commencer par ton j'aime pas. Mon j'aime, c'est que l'objectif est rempli. Ça y est, on est qualifié pour les playoffs. C'était quand même l'espoir qu'on s'était fixé. À la fois le club, aussi bien le club que les supporters, je dirais. Et donc, voilà, je parle à titre personnel. Je vais pouvoir vibrer durant cette seconde partie de saison. Parce qu'effectivement, je misais beaucoup sur ce match-là, puisque tout espoir s'était volatilisé, s'était évaporé depuis la défaite au Louis II contre Paris. Bon là, moi, c'est la dernière fois où j'ai vibré, c'est quand on revient de nulle part en menant 2-1 contre Paris. Au final, on connaît le résultat final. À partir de là, pour moi, la saison a perdu de sa saveur et je misais tout sur ce match. J'avais donné rendez-vous sur ce match contre Aston Villa et les joueurs ont répondu présent. On sort d'une série bien noire, bien négative, donc voilà, le job est fait. Ce que j'ai moins aimé, c'est finalement la prestation de nos deux milieux offensifs qui sont un petit peu sur lesquels on mise beaucoup. Et qui ne sont pas, en tout cas en ce moment, ont perdu un peu aussi également de leur superbe, que ce soit Marnes Akliouche qui a été ménagé récemment, ou bien Ben Seguir qui lui joue un peu trop. Voilà, on a un petit, voilà, c'est le petit côté négatif du moment, pas que sur ce match. C'est plutôt une vision générale. Moi, ce que j'ai aimé, forcément, c'est le clean sheet, le fait de retrouver un peu de solidité défensive. C'est quelque chose qui nous avait manqué, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Alors, évidemment, tout n'a pas été parfait. C'est pas comme en début de saison. En début de saison, on avait plus de maîtrise, où on avait plus souvent le ballon, où on arrivait à souvent ne pas concéder d'occasion. Là, on en a concédé quand même beaucoup plus, mais je trouve qu'en tout cas, nos 2 défenseurs centraux ont été vraiment impériaux. Et le gardien aussi, donc ça fait plaisir de voir ce retour aussi au niveau de Majewski, qui confirme mine de rien sa bonne prestation d'Arsenal, parce qu'on l'avait quitté à l'Emirates avec une belle prestation, malgré 3 buts encaissés, mais voilà, il y avait eu des beaux arrêts aussi, et on l'avait retrouvé avec une sortie ratée contre Montpellier pour le coup.
avec un deuxième but encaissé où je trouve qu'il plongeait pas bien. Enfin bon, je parlais déjà pendant le débrief de Montpellier, donc vous pourrez toujours aller l'écouter, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais voilà, je vais pas reparler de ça. Mais voilà, du coup, je suis content de le revoir à ce niveau-là aujourd'hui. Et aussi une belle défense centrale. Donc voilà, ça fait plaisir quand même. J'espère qu'on pourra un petit peu recapitaliser un peu sur cette défense un peu plus solide, surtout que l'attaque, comme tu dis, c'est avec les milieux offensifs, à l'image des milieux offensifs, elle est toujours un petit peu en berne. J'avais un j'aime pas qui était destination de l'UEFA quand on a vu les nominations des arbitres. Alors ils ont changé finalement, mais de voir le retour de Rade Obrenovic, qui nous avait arbitré sur Monaco Benfica, alors simplement comme 4e arbitre, mais c'est déjà beaucoup. J'ai trouvé ça franchement honteux, mais c'était un scandale, quoi. Donc bon, heureusement l'UEFA a changé. Alors après, je sais pas, est-ce qu'elle a changé parce que le club l'a remarqué et s'en est ouvert, je sais pas, ou est-ce qu'ils se sont rendus compte après coup eux-mêmes d'eux-mêmes que c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Donc voilà, on a déjà évité un petit drame à ce niveau-là. Oui. Mais oui, je trouvais, c'était quand même assez lunaire de faire de faire ça. Donc voilà, un petit j'aime pas, parce que bon, on pourra toujours parler. Au final, quand même, ce qu'on peut relever, c'est que modification il y a eu. Donc, est-ce que c'est dû à des actions ou tout simplement le club qui s'est initié là-dedans? Bon, j'ai du mal à y croire, mais après, bon. Est-ce qu'on doit vraiment interpréter de la sorte? Et tu parlais de clean sheet. À quand on remonte le dernier clean sheet? C'est Reims, le 0-0? Ouais, c'est ça. 15 décembre. 15 décembre, ouais. C'est ça, exactement. Et après, il faut replonger jusqu'au match contre Bologne où on gagne 1-0 aussi. 5 novembre. En Ligue des Champions. Voilà. Donc on est à un par mois à peu près. Bon, vivement la fin du mois alors, visiblement, mais vivement le mois prochain. Donc ouais, effectivement, c'est vrai que il n'y en a pas eu beaucoup sur les 2 derniers mois. Ça devenait un petit peu rare, ou alors quand il y en avait, souvent il n'y avait pas non plus des belles victoires, on va dire, derrière. Alors, Bologne était une belle victoire par le scénario, forcément. Oui. Mais Reims, c'était vraiment un match, pas un mauvais match, mais voilà, c'est un match où on a encore pas mal vendangé aussi, mine de rien, et Reims avait eu des belles occasions quand même, mais bon, le 11 de départ, alors là il y avait, alors ceci explique peut-être aussi cela, le retour de Denis Zakaria, le retour de Wilfried Singo, et aussi le grand enseignement, Adris, c'est le déclassement de Caio Henrique. Oui, complètement. Alors, ça aurait pu être dans mon j'aime d'ailleurs, mais j'ai voulu vraiment mettre en avant l'objectif rempli et cette qualif. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait aussi enfin une compo digne de la Ligue des Champions. Je rappelle que notre précédente sortie à Arsenal, on s'est pointé avec Camara, Magassa, plus Matazo en rotation quand même. Donc, à un bout d'un moment, on se doit quand même d'avoir... Et on voit bien qu'on est dans une passe très difficile et il nous manque des joueurs ultra importants, les deux, Singo et Zakaria, qu'on retrouve enfin titulaires sur ce match. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui ressortent du placard. Mawissa aussi. Oui, bon, la même chose. Oui, mais de l'armoire à pharmacie. Voilà, exact, du placard qui Mais du coup, oui, de pouvoir enfin compter sur nos joueurs cadres et sur des tauliers qui changent radicalement le visage de l'équipe et le comportement, c'est sûr que c'est pas à négliger, et ça se traduit aussi dans le résultat ce soir qui est acquis, et avec notamment un acteur qui Singo qui sera buteur, donc voilà, donc oui, tu disais Hutter qui fait confiance plus à Mawissa qu'à Caio Henrique, dans tous les cas, et donc on se retrouve avec une ligne de 4 classique, donc Mawissa, Kerrer, Singo et Vanderson avec Majewski dans les cages.
c'est Caio Henrique qui n'était plus, qui était titulaire pour le Trophée des Champions, mais donc du coup depuis 3 matchs, c'était Mawassa qui était titulaire. Ou Ouattara, je le reprends. Parce que moi j'écoute. Moi, j'écoute, au contraire du présentateur des précédents débriefs. Je sais pas qui était présentateur des précédents débriefs. Je crois qu'il a beaucoup enchaîné, d'ailleurs. Un certain Dédé. Ouais. Oui, Ouattara, qui était effectivement le titulaire sur les 3 derniers matchs et qui ne sont pas non plus très bien passés, en tout cas, surtout sur le dernier. Mais voilà, cette composition, en tout cas plus classique, plus conforme aux standards aussi de la Ligue des Champions, bah, c'est vrai qu'on voit la différence. Alors, tu l'as dit, Singo a marqué aussi, et ça, Singo, c'est ce but-là qui intervient très vite, finalement. Je pense que... Alors, je sais pas si c'était une bonne chose, oui, parce que c'est le but de la victoire, au final, il n'y en a pas eu d'autres, mais une mauvaise aussi, dans le sens où en intervenant aussitôt, j'ai l'impression que derrière on a un petit peu arrêté de jouer, ou enfin on a accepté de subir et de se laisser dominer. Et là c'est un peu à double tranchant, parce que si tu tombes face à une équipe qui te met un peu plus le feu, comme pouvait le faire Arsenal, et qui est plus tranchante aussi dans ses actions offensives, tu peux potentiellement ne pas réussir à tenir ce résultat non plus. Oui, mais c'est Aston Villa, avec du coup, je trouve qu'on n'a pas tant subi que ça, hein, autant que tu le laisses à penser, dans le sens où moi je trouve que ce but il intervient quand il intervient, c'est très bien, au final ça nous met sur les bons rails, et je préfère carrément qu'on ouvre le score plutôt qu'on s'en prenne un à l'inverse dans les premières minutes. Donc en ça déjà ça met sur les bons rails, comme je dis, en termes de confiance pour le groupe, c'est bon. Après, de là, Aston Villa, ils nous ont pas marché dessus. Alors, ils ont eu les occasions en première. Ils ont eu 2 belles en première pour au moins marquer. Mais on n'a pas vraiment changé notre fusil d'épaule, en tout cas dans notre manière de se comporter. On est toujours une équipe de transition à chercher très vite nos milieux offensifs. J'ai pas trouvé que ça a vraiment... changer notre manière de jouer, en tout cas. Donc sur les premières minutes, c'était peut-être un peu plus équilibré, jusqu'à ce qu'on marque aussi. Mais c'est vrai que moi je trouve que finalement, si quand même on a vraiment... On a été plus attentiste. On a beaucoup laissé le ballon, ça c'est une certitude. Ça ne nous a pas empêché d'agir en contre, hein. Mais c'est vrai que pour moi on a peut-être un peu trop laissé Aston Villa jouer. Alors on a beaucoup défendu, on a souvent bien défendu quand même si sur les côtés on peut trouver à redire, et on en reparlera. Mais je trouve que c'est un peu dommage d'accepter de subir comme ça. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus, hein, dans le foot, hein, de voir son équipe dominer. Aston Villa, ça reste une belle équipe, hein, je vais pas... Attention, hein, on joue après... on sait les forces qu'on avait en face, et c'est une équipe qui a fait 2-2 contre Arsenal, chose qu'on n'a pas été capable de faire par exemple. Donc voilà, effectivement, évidemment il fallait s'en méfier. Je ne veux pas protéger Hutter, mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas coutumier du fait déjà, et peut-être que le contexte, la conjoncture fait que t'as besoin de te rassurer, tu veux dire? Ouais, peut-être que c'est plutôt le contexte actuel qui a fait que on a plutôt un petit peu laissé venir, et dans tous les cas, ce 1-0 en tout cas nous allait bien, donc voilà. Ouais. Il y a eu en tout cas des belles situations de part et d'autre, hein, dans les 2 sens pour le coup. Il y en a eu du côté de Monaco. Il y a notamment il y a une frappe d'Akliouche avec un bel arrêt de Martinez. Oui. Il y avait une autre frappe d'Akliouche qui avait été déviée par Konsa. Mais voilà, il y en a eu aussi du côté d'Aston Villa, notamment avec c'est Watkins du coup qui voit son tir arrêté par Majewski. Tu as aussi également une claquette sur une reprise de Bailey, d'Emilien Bonjour. C'est Buendia, je crois. Non, c'est Bailey qui frappe. Et Majewski la sort, ouais. Et avant ça aussi, il y a un coup franc de Digne.
c'est la première frappe cadrée pour moi, je crois, d'Aston Villa, qui intervient, je pense, à la demi-heure. À partir de la demi-heure, ils ont eu les occasions, il me semble, Aston Villa. Si je dis pas de bêtises, il y en a 3. Il y a ce coup franc, il y a l'occasion de Bailey, et la plus importante, qui est vraiment peu de temps avant la mi-temps, cet arrêt réflexe en 1 contre 1. Vraiment le domaine dans lequel on a des certitudes. C'est vraiment le domaine dans lequel il excelle, dans lequel on est rarement déçu. C'est le 1 contre 1. Majki, il en remporte quand même pas mal. T'as parlé d'Arsenal. Arsenal, je me rappelle aussi cette première mi-temps où il nous maintient quand même un peu en vie, où il retarde l'échéance. Bon, il y avait beaucoup de maladresse aussi de la part des Gunners, pardon. Mais voilà, là-dessus, la sortie celle-ci de Watkins, quand même, il peut s'en vouloir. Un neuf de son style qui plante quand même pas mal, qui est devenu une référence en PL et qui est même sélectionné avec les Free Lions. Ça, il doit la mettre au fond, et Majki sort le grand jeu là-dessus. Après, tu dis, voilà, la première vraie situation de Villa, elle arrive autour de la demi-heure et elle s'enchaîne. Mais c'est vrai que les minutes d'avant, en fait, on a beaucoup de moments où ils nous acculent, où ils font un peu le siège de notre but, et en fait, on a un peu de mal à se dégager. Voilà, c'est vrai. En fait, là où c'est difficile, c'est qu'on ressort finalement assez peu de ballons et on leur rend assez vite. J'ai le souvenir d'un Kliouche qui a la position moyenne d'un Vanderson, en fait, en position défensive quasiment. Donc oui, non, c'est sûr. Il était un peu replié, oui. Ah oui, non, complètement. Je nous ai trouvé un peu mieux, en tout cas capable d'un peu mieux gérer en seconde période les... Attends, juste avant de terminer, il y a cette occasion de première mi-temps de Aston Villa, mais nous on en a une très belle dans le temps additionnel, où on aurait presque même pu revenir avec un 2-0 Overture, avec encore une occasion pour Akliouche, suite à un bon travail de Minamino, de conservation, de temporisation. Petit coup de sombrero en plus. Petit coup de sombrero et un petit compte favorable ensuite. Il me semble, la balle lui revient et il va servir à Akliouche dans la course, qui... en fait, les défenseurs, ils sont pris de vitesse, ils sont à contre-temps. Donc, en fait, Akliouche a tout le temps, lui, ensuite de pouvoir frapper. Et il prend pied droit, qui est son pied faible, mais il ne cadre pas. Et il peut s'en vouloir. C'est vrai que quand je disais qu'il y avait des occasions de part et d'autre, celle d'Akliouche en était une grosse, justement, pour nous. La réponse à Watkins, quoi. Sauf que Watkins cadre et que notre gardien fait un super... Tout à fait. En deuxième période, par contre, Villa a tout de suite une grosse occasion. Même si je disais qu'on repart, on est mieux en seconde période sur la globalité, mais c'est vrai que quand on repart tout de suite, les premières minutes, il y a déjà une première situation pour Villa. Mais on en a une pas si loin après non plus. Donc voilà, je trouve qu'on a réussi à être un peu meilleur dans la conservation en seconde période. En tout cas, c'est l'avis que j'en ai. On continue à avoir des bonnes interventions défensives, mais voilà, je trouve qu'on a un peu plus de situations, même, j'ai envie de dire, qu'en première période au final. Donc voilà. Ouais, ça s'équivaut. Moi, je retiens, on va marquer un but logiquement hors jeu. C'était Akliouche qui avait marqué, il y a une occasion que Minamino vendange totalement en faisant un crochet, un retour intérieur beaucoup trop long et qui ne sert pas Mbolo. Il y a du Golovin, il y a plusieurs situations. Alors qu'Aston Villa, effectivement, il y a cette situation à la 46 ou la 48e de Rodgers qui vient taper un externe pied droit et qui finit pas très loin quand même du poteau. Là, c'est sûr que Majki était complètement battu. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de réponse. Enfin, au-delà de ça, j'ai pas vu de situation vraiment chaude de Villa. Quand bien même il passe à 2 attaquants avec Duran aussi, qui est un client, qui est costaud aussi, lui aussi. Même avec leurs 2 attaquants et une réponse, une tentative de venir bouleverser un peu tout ça tactiquement de la part d'Emery, on n'a pas eu vraiment de frayeur, en fait. Même avec les 5 minutes de temps additionnel. Il y a une frappe de Cash aussi, je crois, qui est un peu trop croisée,
Ouais, t'as un petit frisson à ce moment-là, mais c'est vrai qu'en fait, globalement, là où je nous ai trouvé meilleurs sur la seconde période, c'est dans la façon de ressortir les ballons. On a été finalement bien meilleurs et on a pu construire un petit peu plus, même si on a encore une fois pas mal cédé le ballon. Mais oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'au final, il y a moins le frisson et je trouve que finalement, Emery a peut-être un petit peu plus, on va dire, un peu désorganisé son équipe en fin de compte avec ses changements, en passant avec les deux attaquants, avec Duran aussi, qui n'a pas beaucoup apporté. Et finalement, voilà, les changements de son côté, du côté de Villa, n'ont pas eu l'effet escompté. Je trouve au contraire que nous, les nôtres, ont été plutôt bons, nos entrants. Ils ont apporté. Magassa a été plutôt bon. Je l'ai trouvé Michel aussi pas mal du tout pour son entrée. Joueur semelle, Michel. Hein. Joueur semelle. Ouais, il aime bien mettre la semelle sur le ballon. Ouais. J'ai remarqué. Donc voilà, je trouve qu'au contraire, nous, en tout cas, les changements du terre ont été assez pertinents sur ce match. Ouais, pour autant, là, je voyais dans la discussion, je sais plus qui s'invectivait du fait que Thésée et Magassa rentraient pour le milieu de terrain. Ce qu'on peut comprendre. Oui, mais bon, au final, ouais. Bon, ça a tenu, mais... Et Golovin, ouais. Alors bon, Golovin, ouais... Il a aussi montré. Il a eu seul absent, je dirais, du 11. Ouais, qui n'était pas totalement à 100% visiblement encore avant le début du match, mais son entrée aussi a été assez positive, même s'il y a des choses qu'on pourrait, quelques ratés, mais il a eu des situations aussi, des occasions où il s'est montré dangereux, donc il y a quand même, c'est quand même pas mal. Bon, il a pris un carton. Ouais, un carton con, encore une fois, il pousse juste un peu le ballon à la fin. Ouais, bon, ce qui est dommage, c'est qu'il se met que ces situations de frappe, elles sont à chaque fois sur son pied gauche, qu'il a pas réussi à faire le retour en terre, mais bon. Tu parlais juste un peu du ballon qu'on cède, juste pour appuyer tes propos, du coup, je regarde les stats, Aston Villa, ils ont 61% de possession, quand nous, on est simplement à 39%. Donc oui, évidemment que ce but qui intervient tôt conditionne aussi un petit peu tout ça, mais ouais, voilà. Ouais. Donc, en termes de XG, on est à 1,61, eux sont à 1. Ouais, c'est vrai qu'on en a plus, ouais. Mais c'est ça, en fait, finalement, c'est que est-ce qu'on aurait eu peut-être le même match, le même genre de match, la même physionomie, si on n'avait pas ouvert le score aussitôt ou pas? Parce que après, c'est peut-être pas le débat, on va dire, du match, en tout cas la question centrale du match, mais c'est vrai que c'est un peu l'interrogation au final aussi de savoir si c'est vraiment sur ce but qui conditionne tout ou pas, quoi. Je sais pas, après je te renvoie au match Benfica-Barcelone quand Pavlidis marque au bout de la 2e minute. Est-ce que ce but-là conditionne la suite? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous encourage vivement à regarder ce qui s'est passé du côté de Estadio de la Luz. Tout à fait. D'ailleurs, quelques textos qui vont partir demain. D'ailleurs, quel plaisir de voir Benfica perdre. On en reparlera quand on fera un point sur le classement, mais ouais. Ça nous arrange bien aussi. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, les top flops. Alors, forcément, on a parlé de Maeshki, déjà, qui a réalisé plusieurs arrêts. Gros match de sa part. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, son match face à Montpellier, ça nourrissait encore aussi quelques doutes. Donc là, voilà, il fait un vrai match plein. Il a été impeccable sur toutes les situations, même dans les sorties, souvent. C'est-à-dire que quand il faisait un bel arrêt, que le ballon partait en corner, derrière, sur le corner, je crois que ça arrive 2 fois. Voilà, exactement, il répond présent, il s'impose, il sort, il fait du bien. Et donc ça, vraiment, bravo à lui pour cette performance. Forcément aussi la défense centrale. Voilà. Singo Kerrer, impeccable hier soir, enfin ce soir. Vous écouterez sûrement demain, donc on va dire hier soir. Singo qui a été élu homme du match, Singo qui a marqué aussi. J'ai vu pour Singo 18 dégagements, c'est absolument colossal. Je crois que j'ai jamais vu cette colonne de stats aussi remplie. Et Kerrer, 10 duels remportés sur 10. Enfin, il a gagné tous ses duels, donc 10 sur 10 pour lui. Donc ça serait pas sa note, mais pas loin. Ouais, non.
Puis, enfin, c'est les deux qui sont aussi sur le but, hein. Donc, ils ont été aussi bien propres derrière que devant quand on leur a demandé d'intervenir. Ils ont su répondre présent. Encore une fois, sur coup de pied arrêté, ça, on ne l'a pas souligné, effectivement, sur corner. Mais encore une fois, le salut passe par... C'est ça. 4e but consécutif sur un corner. Et Kerrer qui est dans le coup. Hein, voilà, c'est même quasiment ça devient une habitude. Le même but que contre Montpellier, enfin, sauf que Martinez fait l'arrêt et que Singo a bien suivi, mais voilà, les deux forcément en top, avec une grosse mention derrière pour Majewski. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres joueurs que tu voulais ressortir? Parce qu'il y en a d'autres, hein, effectivement. J'en ai moi, j'aimerais cas, quand même sortir en mention, et je sais qu'on ne sera pas d'accord, mais plutôt Vanderson, dans le sens où, surtout à la fin, dans les moments un peu cruciaux, il n'a pas balancé n'importe comment. Je le vois même refaire un petit coup du sombrero et aller chercher des fautes, rester au sol. Il a toujours eu les fautes pour lui. Et en ça, souvent, on a mis en avant le fait qu'il ne soit pas un joueur intelligent, qui coûte des points, enfin, ou qui fait des erreurs préjudiciables, notamment avec ses coups de sang et ses expulsions. Mais là, pour le coup, il a fait preuve de maturité à des moments cruciaux, comme je disais. Donc voilà pourquoi. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a. À la fin, j'avais envie que ça se termine. On voyait les 5 minutes de temps additionnel. Et ce joueur-là nous a fait gagner beaucoup de temps et nous a aidé dans la maîtrise de fin de match. Ouais, je suis d'accord. Sans oublier son allant offensif et voilà ce qu'il a fait avant, quoi. Je suis d'accord sur ce point que tu soulignes vraiment, c'est qu'on l'a vraiment plus vu sur la fin du match. Pour cette capacité aussi à garder une certaine maîtrise sur la fin. Et être plus présent sur la fin, parce que pour le coup, tu vois, là c'est là où effectivement nos avis divergent un peu, c'est que je trouve qu'il est quand même un peu en difficulté, quoi. Il y a beaucoup de débordements, il y a pas mal de centres assez dangereux qui viennent de son côté aussi, et voilà, je le trouvais toujours un petit peu loin des centreurs globalement. Après, Digne, c'est un super bon centreur. Il n'a pas besoin de déborder pour centrer, Digne, avec sa qualité de pied. Donc, pour le défendre, c'est ce que j'ai comme argument. Moi, pour moi, le point faible pour moi de ce match, c'était plutôt nos latéraux. En tout cas, c'était plutôt ça que j'avais envie de mettre en avant. Toi, c'est vrai que ton j'aime pas, du coup, tu as davantage insisté sur les milieux offensifs, je peux comprendre aussi. Pour continuer un petit peu sur les tops de ce match, moi j'ai envie qu'on parle d'Embolo, qui selon moi a fait un bon match, vraiment un bon match. Il n'a pas marqué malheureusement. Non, mais il n'a pas eu d'occasion. Ouais, il n'a pas eu d'occasion. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression, voilà, il aurait raté une occasion, tu ne pourrais pas le mettre en top. Mais dans tout le reste, oui, il a été propre. Mais malheureusement, c'est notre 9. Et notre 9, il doit au moins avoir une occasion à se mettre sous la dent. Malheureusement, Minamino ne l'a pas servi. Non, voilà. Oui. Après, voilà, je me dis, j'ai reçu un texto où il disait c'est criminel ce qu'a fait Minamino. Moi, je me dis, ce qui aurait été peut-être criminel, c'est peut-être la frappe qui aurait suivi s'il l'avait servi. Oui. Donc, c'est tous les ratés précédents d'Embolo aussi. Il fait qu'il n'avait pas envie de lui donner le ballon. Mais bon, pour faire ce qu'il a fait, bref. J'ai trouvé bon dans ses remises, il y avait quand même des très belles ouvertures aussi. Je crois que sur Golovin, une dernière situation, c'est lui qui le décale, qui le lance. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié son match sur tous ces aspects-là. Et j'ai envie aussi de mettre Camara en mention quand même, qui a quelques bonnes interceptions bien senties dans la première demi-heure notamment, ce qui nous permet aussi de nous créer des situations et de faire repartir les actions, une petite bonne récupération. Dans les j'aime pas, enfin dans les flops plutôt, j'avais parlé des latéraux, donc forcément Vanderson. Ouais, moi j'irais plus chercher de l'autre côté, voilà. Effectivement, avec pour Mawissa. Moi, c'est Mawissa clairement qui était, je vais dire, un des points faibles, on va dire, de la défense. En tout cas, pour moi, le moins bon, le moins à l'aise.
Pareil, défensivement, il y a des choses qui sont pas terribles. Pour moi, il a souffert pendant tout le match, quoi, avec... c'était qui déjà C'était Bailey de son côté. Bailey, ouais, c'est après... ça. Voilà, il a quand même eu pas mal de situations. Je l'ai trouvé souvent en retard, je l'ai trouvé souvent dépassé. Pareil, beaucoup de centres qui venaient de son côté où il était trop loin. Et j'ai pas trop aimé son match. Alors j'ai l'impression que beaucoup ont trouvé très bon. Alors je me demande si c'est moi, est-ce que j'ai un biais ou pas, je sais pas. Je me demande, parce que moi je l'ai pas vu très bon, je l'ai vu souffrir pendant tout le match, et je sais pas, d'autres ont vu très bon. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est... Voilà. Bah, c'est à vous, très chers auditeurs, de venir couper là-dessus et de venir nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, j'ai du mal à occulter cette action de Watkins. Pour moi, en fait, voilà, j'ai que ça en tête de Maoussa. Je ne retiens que ça, c'est son placement sur l'occasion de Watkins, sur laquelle on s'est longuement arrêté durant le débrief. Puisque en fait son placement est abominable. Il est à 2 mètres derrière tout le monde quasiment. C'est lui qui couvre Watkins, qui aurait dû normalement être hors jeu. Donc Majki n'aurait pas dû s'employer de la sorte. Donc voilà. C'est un hommage à pour moi. Oui, voilà, exactement. Ouais. Ça aurait presque pu être tout aussi criminel. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est une des situations marquantes. C'est vrai que même sur le moment, quand sur Canal+, sur le commentaire, c'est mais il est hors jeu, il doit être hors jeu. Et en fait, non, le drapeau ne se lève pas. Et en fait, il signale un corner. Et en fait, on se dit heureusement qu'il a fait l'arrêt du coup au Majewski, parce que on se rend compte que c'est Maouissa qui couvre Watkins. Donc je crois que c'est Tillmans qui... Non, c'est Buendia, je crois. C'est Buendia qui fait la passe. Ouais. D'ailleurs, Tillmans qui n'a jamais fait un bon match à le Stade Louis II, c'est confirmé. Hein. Ouais. Un de plus. Ça marche. Du coup, on peut déjà spoil le prono de Pat qui tombe à l'eau. Hein. Ouais. Tillmans buteur, non. Oui, du coup, j'imagine qu'on a déjà spoil le mien aussi qui tombait à l'eau, forcément, puisqu'on a le résultat tout de suite. Ouais. Ouais, j'avais très peur de ce match, hein, très honnêtement. Franchement, j'étais pas du tout serein. Aston Villa, c'était avec Arsenal, une des équipes que je craignais le plus. Alors, contre Arsenal, les craintes ont été malheureusement confirmées. Contre Aston Villa, heureusement, non. Donc, tant mieux. Ensuite, donc, les autres flops de cette rencontre, c'était ton j'aime pas, c'était les milieux offensifs. Ouais. Alors, est-ce que tu mets les 3 dans le lot ? Oui, du coup, oui. D'accord. J'ai parlé que de Kliouche et de Ben Seguir en introduction. Mais voilà, je fais un package, je te mets les 3. Minamino, la dernière fois qu'il a été décisif, franchement, faut se mouiller la nuque. Je crois qu'il faut vraiment retomber contre Belgrade, ce but. Ah oui, voilà. Oui, mais ça, c'est un match où tout le monde a croqué, du coup. Mais d'accord. Bon, dans ce cas, je pense que c'est peut-être même son but contre Saint-Etienne en première journée. Depuis... Est-ce qu'il a été passeur? Non, je sais. Alors, ok, il y a toujours cette abnégation, ce don de soi. Mais là, on est au haut niveau et ça suffit plus non plus. Donc, moi, je trouve que, tu vois, pour le coup, c'est celui que je voudrais sauver des 3, par contre. Tu vois. Oui, ouais. Oui, parce que c'est... Ça, alors, parce qu'il y a du déchet, hein, on est d'accord. Oui, il y a des erreurs. Manque de lucidité, des mauvais choix. Et en point d'orgue, ce ballon qu'il ne donne pas à Embolo en seconde période. Mais je trouve il a vraiment beaucoup proposé, il a vraiment beaucoup couru, il a vraiment essayé de créer des décalages, d'étirer un peu aussi la défense et de déséquilibrer un petit peu la défense de Villa sur les transitions. C'est un peu celui que je sauverais des 3. Ouais. Et celui que j'aurais tendance à moins avoir apprécié sur ce match, c'est plutôt Ben Seguir. Parce qu'à Cluj, à Cluj, il y a du déchet, il y a des mauvais choix aussi devant le but, des ratés. Mais
comme Vanderson d'ailleurs sur la fin du match, je trouve qu'on l'a beaucoup vu aussi en fin de match et il s'est un peu plus démené aussi pour l'équipe. Ben Seguir, alors lui il est sorti assez vite, mais je trouve que à part quelques séquences comme ça par moment, sinon globalement comme tu dis Fantomatique est assez transparent, assez trop inégal sur son match. Je te rejoins à fond dans ta hiérarchisation, à savoir Ben Seguir avec Liouche, Minamino dans les flops des mofs. Des meufs. Voilà. Non pas les meilleurs billets de France. Et ça tout de suite, je savais que c'était c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, t'as tout de suite rebondi là où il fallait. Magnifique. Bon, on va attaquer maintenant la partie un petit peu débat de ce débrief, puisque du coup la question c'est de savoir qu'est-ce que doit faire Monaco. Comment on va à Milan. Comment on y va en avion, on dirait pas en char à voile comme dirait Galette. On chausse les crampons, on fait quoi? Mais voilà la question. Alors évidemment, si tout le monde, enfin les joueurs, le staff, ils vont pas dire qu'ils vont y aller en touriste. Mbolo a dit on compte pas y aller faire du shopping. Bon, je pense que on a appris qu'ils étaient, comme dirait Jérôme Roten, on a appris qu'ils étaient allés faire du shopping le matin du match. On s'est dit là faut qu'ils mangent un bon coup, et à l'arrivée ils ont bien mangé. Bon, petite référence à 2004 à l'épopée rouge et blanche et à ta fabuleuse série. Tout à fait, qui est toujours disponible à l'écoute sur la chaîne. Mais clairement, voilà, je pense personne n'a envie d'y aller en tourisme. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que c'est intéressant est-ce que Monaco peut potentiellement, mais est-ce que c'est intéressant d'aller chercher le top 8 ? Il y a une chance, il y a une possibilité d'y arriver. On va voir aussi les résultats de demain. Et on verra le classement du coup où on est véritablement par rapport à ce top 8. Mais voilà, est-ce que ça doit être un objectif sur ce dernier match ou pas ? Est-ce qu'on s'en fout un petit peu voilà. Bon, moi j'aurais tendance à dire que de toute façon il faut assurer. T'es pas à l'abri de tomber sur un gros non plus en barrage, et puis on ne sait toujours pas à quelle place on va se situer réellement. Donc si la qualification directe est à portée de main, il faut y aller, quoi. Donc une chose est sûre, c'est que effectivement les joueurs ils vont pas aller en touriste parce que c'est quand même un match de gala. On va pas jouer le Slovan Bratislava chez eux ou je ne sais quoi. Là c'est un match avec Giuseppe Meazza, donc et non, face à l'Inter. Et exactement, voilà. Mais Radio Diagonale, on n'est pas une radio de Tix ici. Et donc, on n'est pas sur Football Manager ici. Et donc, en gros, les joueurs vont tout donner et dans tous les cas, on n'a plus trop de pression à se mettre là-dessus puisque les dés sont quasi jetés. Alors que si on sortait d'une défaite ou d'un match nul, on aurait encore été dans des calculs et puis on n'aurait été pas serein du tout. Là, il y a un point en moins. Donc, en fait, je considère vraiment ce match comme une opportunité. Qu'on prenne une rouste, franchement, on n'en a rien à foutre. Ça montrera juste qu'on n'est pas prêt à jouer des grosses cylindrées européennes. Oui. Parce que après, juste avoir cueilli à froid le Barça à 11 contre 10 en début de saison, même si c'était le moment où il marchait un peu sur l'eau. Voilà, contre Arsenal, on a vu les limites. Donc voilà, ça va être un gros test face à un gros d'Europe. Je rappelle, finaliste. La saison dernière, il se mettent les pieds dans le tapis face à Atlético sur une séance de tir au but, il me semble. Enfin bref, donc voilà, non, c'est... Il faudra voir aussi la position de l'Inter sur ce dernier match. Parce que là, eux jouent mercredi, donc ce soir. Ils jouent contre Prague, qui est quand même un match... On peut imaginer un Prague qui est 29e, qui en a gagné 1 sur les 7. Je veux dire, a priori, ça devrait être une victoire plutôt facile, je pense, pour eux. Et on peut donc imaginer qu'ils seront à 16 points à l'issue de cette journée, ce qui leur permettrait de potentiellement remonter
à la quatrième, troisième ou quatrième place, selon le résultat aussi d'Arsenal, qui compte aussi 13 points actuellement. Voilà. Pour l'instant, une meilleure différence de but pour Arsenal. Mais ils ont battu Arsenal, eux, déjà, 1-0. Donc on verra peut-être que eux aussi, pour il y aura peut-être... ce sera pas acquis, mais bon, globalement, entre guillemets, ils auront peut-être besoin que d'un point pour assurer une place dans le top 8. Il y a ça aussi à prendre en compte, effectivement. Tu fais bien de le dire, oui. S'ils gagnent demain à Prague, bon... C'est ça. Par exemple, je crois, il me semble que Liverpool, ce soir, contre Lille, a un peu fait tourner, il me semble. Oui, en tout cas, c'était pas... il y avait quand même Salah, mais... Oui, qui a marqué, mais c'était pas une équipe... c'était pas l'équipe A, on va dire. Il y avait une légère rotation, je crois. Oui. Donc, bon, après, tu vois, peut-être qu'ils seront... à l'Inter, ça aura peut-être envie de faire la même chose, je sais pas trop. Voilà. Oui, on peut peut-être se retrouver avec une attaque Arnautovic, Taremi, au lieu d'avoir Martinez, Thuram. Oui, peut-être, oui. Après, je sais pas si c'est pas mieux d'avoir Thuram. Mais... Taremi, on l'avait pas joué quand il était à Porto. Si. En amical, je crois. Ouais, bon, et puis même, enfin, Porto, on les a eu pas mal de fois quand même en poule. 3-0 et 5-2 là-bas, je crois, avec le retour de Falcao. Ouais. Ça a donné des grands débriefs, ça aussi. Ouais. Ah oui, surtout le 3-0. Puis moi, le Monaco-Porto, j'étais RMC avec coach Corbis, Jérôme Roten. Ça, c'était quand même quand t'étais pigiste, beau souvenir. Voilà, c'était la belle époque. Si on pouvait y retourner, d'ailleurs, des fois, ce serait cool. Voilà, les souvenirs, les émotions. Comme quoi, avec Radio Diagonale aussi, on a traversé des choses. Mais voilà. Moi, en tout cas, j'espère qu'on fera qu'on jouera, qu'on arrivera à jouer assez relâché, qu'on sera capable de produire un peu plus de jeux que ce qu'on a fait ce soir. En tout cas, un peu plus dans ce qu'on avait en début de saison et un peu plus dans l'idée d'être un peu plus actif, dominateur sur le terrain, que là de se laisser un petit peu dominer comme on l'a fait. Donc j'espère voir un peu plus de jeu de la part de l'équipe. Tant pis s'il y a une défaite au bout, c'est pas grave. Je préfère perdre, mais en ayant de montrer un bon visage plutôt que de perdre en se disant en ayant défendu pendant tout le long. Après, il faudra voir l'Inter, évidemment. C'est-à-dire, c'est savoir ce que eux vont proposer, justement, et ce qu'on sera capable de faire face à ça. Pour moi, je pense qu'il y a plus de possibilités d'avoir le ballon, d'avoir aussi un peu de plus longues phases de possession, de plus longues séquences par rapport à ce genre d'équipe. Maintenant, c'est vrai que c'est une équipe italienne qui a tendance à être assez clinique, mais bon, ils ont perdu contre Leverkusen sur leur match, leur précédent match, donc ils peuvent aussi perdre, mine de rien. Et de voir un très beau 3-5-2 aussi, ça sera l'occasion de voir. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que là on parle d'équipe italienne et Hutter a dit on n'est pas une équipe italienne. Est-ce que ce soir on n'a pas joué comme une équipe italienne quand même? Si, complètement. On a gagné à l'italienne aussi. Oui, complètement. Bon. Il a fait un intox à Emery. Il a dit on va jouer notre jeu, on va pas faire comme les Italiens. Bah, en fait, non. On t'a tout fait à l'inverse. Donc voilà, moi j'espère en tout cas qu'on verra un bon match là-bas en Italie, à Milan. Pas mal de supporters feront le déplacement, donc voilà, ce serait cool qu'ils aient aussi notamment Boris, fidèle Boris. Boris, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ce sera bien que eux soient récompensés aussi par un résultat sympa. En tout cas, le point sur le classement, c'est très, très rigolo parce que les trois équipes françaises... On va bien se marrer, je pense. Trois équipes françaises sont en train de se suivre actuellement, puisqu'on a Brest... Alors, les trois équipes sont à 13 points. Brest, Monaco et Lille. Donc, on est 9, 10, 11 au classement. Et puis, bon, après, il y a Paris. Mais ça... On rappelle le classement du PSG. Il faut scroller vraiment loin vers le bas. 26e, PSG, 7 points. Et avec un match décisif là, contre Manchester City ce mercredi. Qui sont la poudre.
En tout cas, c'est intéressant de voir un petit peu les équipes qui sont derrière nous. Le Bayern, alors qu'il y a un match en moins, mais le Bayern... Ils joueront demain, Tout donc à je fait. pense que ça va repasser devant. J'imagine. Milan joue demain. La Juve aussi, qui elle a joué Non, et qui... Ils ont joué ce soir. Voilà, qui Ils ont fait reste match derrière. nul. Puis tu parlais de Benfica aussi, hein, Benfica donc, qui a Ouais. perdu. Parce que C'était très important, ça. s'ils gagnaient, ils étaient aussi à 13 points comme nous. Mm. Donc voilà, puis le Real Madrid encore, Manchester City, enfin voilà, il y a quand même il y a quand même du beau monde. Donc en tout cas, avec cette 10e place, Monaco peut-être espérer, en tout cas s'ouvre une porte pour le top 8, si jamais. Je pense que ce serait à mon avis un petit peu trop... ce serait un petit peu rêvé que d'imaginer Monaco... Ce serait un braquage, mais bon. Voilà. Et on peut remarquer quand même dans les... Alors, Liverpool tout en haut qui fait le perfect pour l'instant, 7 matchs, 7 victoires. Et en deuxième, on a une équipe dont Monaco a infligé la seule défaite, c'est le Barça. Voilà. Comme Ouais. quoi, ouais, c'est pas si mal. Mais oui. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette série, en tout cas la victoire revenir du côté de Monaco, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'attendait aussi. Et surtout, voilà, comme on avait pu le voir, c'est qu'il y avait peut-être un peu de mauvaise pression, en tout cas de pression un peu négative autour de cette absence de résultats là, et de ces deux dernières défaites entre Benfica et Arsenal, où il y a eu peut-être un peu d'inquiétude. Donc voilà, réponse samedi, j'ai envie de dire. Monaco-Rennes, Monaco-Rennes. 17h. Rennes, une équipe en très très grande difficulté. Donc on a déjà pu évidemment voir les tweets. On va les relancer. Ouais, ça le foutrait mal. Hein. C'est écrit. Voilà. C'est DAZN ou beIN? Je crois que c'est beIN. Ok. Je peux vérifier ça, mais il me semble que c'est beIN Sport. Le samedi 17h, en général, c'est eux. En général, c'est eux, ouais, effectivement. Ce sera beIN Sport 1. Voilà. Ok, dommage. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, tu me diras, je t'aurais dit DAZN, t'aurais dit dommage aussi, quoi. Non, c'est bon, j'ai suivi ça, j'ai trouvé une très bonne solution. T'as pris Merci l'abonnement, Mathieu. Non, je squatte un abonnement. quoi. Ouais, mais samedi, tu seras encore au ski, de toute façon. Oui, Voilà, donc pas de regret. Voilà, mais en tout cas, on attend ce match évidemment avec impatience pour voir si cette belle victoire d'Aston Villa face à Aston Villa trouvera un prolongement et pourra permettre peut-être de lancer une belle série, une dynamique positive pour bien terminer la saison. du coup, le prono contre Rennes. Le prono contre Rennes, puisque donc après le 0/2 infligé sur celui d'Aston Villa, on va essayer de faire mieux quand même. Hein. T'as un prono toi ou pas encore? Ouais, j'ai deux idées, si tu veux, je peux les dire, comme ça tu piques la deuxième. C'est Biarritz marque son premier but Ouais. en Ligue 1, ou un des milieux offensifs plante enfin un but. Donc, je vais prendre Biarritz. Ok. Comme ça, si tu peux. Enfin, si t'as vraiment pas de cartouche. J'avoue que la cartouche la plus tentante, c'est on relance Rennes, mais mais non, j'ai envie de croire qu'on embraye un petit peu dessus et qu'on enclenche quelque chose. Donc allez, Minamino, un petit but de Minamino. Waouh, Il sera même pas grosse cote titulaire. ça. Oui. Tu vois qu'il va mettre Golovin titulaire, l'autre il va même pas jouer. Après, sinon je peux toujours ressortir Sofiane et Diane Diop titulaire, mais non, Non. ça marche pas. Non, mais mon truc des milieux offensifs, regarde, tu te sécurises un peu. Ouais, enfin. Ouais, avec Minamino, tu te sécurises pas des masses, quoi. Oui, mais là, c'est trop précis. C'est pour ça que avec Ouais. tes milieux offensifs, tu vois plus large. Et donc, Ouais, j'ai envie de. avoir un but d'Afliouche. Ah bah moi, j'ai envie de mettre un but. Allez, je vais mettre un but de Minamino parce que je suis joueur. Ok. Voilà, donc Biarritz et Minamino pour toi. Et cela dit, je pense que Biarritz va jouer. Biarritz sera titulaire. Très clairement, de toute façon, il n'était pas qualifié sur ce match. Donc c'est clair qu'il va jouer. Je pense qu'il débutera. Il sera titulaire samedi. Mais oui, je le sens bien marqué. Je le vois marqué aussi. Donc ton prono me. Ouais, mais c'est me va mon aussi. prono. Mais oui, non.
Merde, du coup, faut peut-être que je change mon prono, du coup, si tu te joins à moi. Mais t'inquiète pas que de toute façon, s'il est bon, je le récupérerai d'une manière ou d'une autre. Je suis en tête du classement des pronos. Classement qui n'a jamais été établi, mais classement à l'instant, je suis en tête. Voilà. Avec tous Tout est dans la tête. Voilà, avec tous les demi-points que j'essaie de gratter à la mauvaise foi un peu partout, t'inquiète, je suis devant. Bon, enfin bon, voilà. Donc merci Adri pour ce débrief. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc on vous donne rendez-vous ce week-end du coup pour un prochain débrief. Donc ce sera celui de la rencontre entre Monaco et Rennes, 19e journée de Ligue 1. Et d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de cette victoire, fêtez-la. On sait jamais, ce sera peut-être la dernière. Et toi Adri, bonne descente de ski, attention. De snow. De snow, pardon. Oui, parce que le reste, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, salut à tous, c'est des Game Lego. Ciao, ciao. Et bisous.